Une nuit de janvier 2002, à minuit 21, précisent les pompiers d'Amiens, reçoivent un appel sur la ligne de secours. C'est une opératrice qui répond, et à l'autre bout du fil, une femme totalement affolée qui hurle au secours. C'est des cris terrifiants qui d'un seul coup arrivent dans les oreilles de cette opératrice. Elle essaie de parler avec cette personne, l'appel dure peu de temps finalement. Le téléphone est raccroché. L'opératrice essaye de rappeler ce numéro qui ne répondra plus jamais. Faute de pouvoir localiser ce numéro, les secours ne peuvent rien faire et pourtant cet appel sera le point de départ d'une enquête à peine croyable et se rendre compte qu'ils ont affaire à un crime presque hors norme. Plus les heures passent, plus le doute s'installe. L'hypothèse d'un tueur en série est sur toutes les lèvres. On se dit, on a l'ADN de l'auteur, donc on va sortir l'affaire. Ça va sortir. C'est des heures, des jours d'enquête. C'est un véritable travail titanesque. Le père, quant à lui, avec beaucoup de chagrin, se bat pour faire payer à ceux qui ont fait du mal à sa fille. En janvier 2002, sur une petite route de la campagne picarde, un automobiliste fait une étrange découverte. On remarque une voiture en bordure de route ouverte, visiblement accidentée avec le pas fumier qui est allumé, l'autoradio qui est allumée aussi, et puis la portière passager est ouverte. Donc la première image de cette affaire, c'est cette voiture accidentée et abandonnée semble-t-il au bord de la départementale 44. Seulement le chauffeur de ce véhicule accidenté à 5 km de Péronne dans la Somme est introuvable. Le témoin appelle immédiatement les gendarmes à l'autre bout du fil. Le gendarme se veut rassurant et dit à son interlocuteur « Écoutez, vous savez c'est qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a personne. Ça arrive de temps en temps quelqu'un quitte la route, a un accident, rentre à pied chez lui. » L'automobiliste décide donc de laisser la voiture là et de reprendre sa route, et la nuit passe. Vers 8h du matin, une patrouille de gendarmes se rend sur place. Le véhicule qui leur a été signalé au cours de la nuit, une Peugeot 106 grise, est toujours là. Il semble qu'il y ait fait un tonneau parce que le véhicule est accidenté. Les militaires parviennent à identifier sa propriétaire. On apprend que ce véhicule appartient à Madame Kulik Elodie. Elle habite à Péronne, elle est banquière et elle a 24 ans. Et en examinant sa voiture, les gendarmes font une découverte inquiétante. Ils retrouvent sur la banquette arrière le sac à main de la jeune femme. On se dit pourquoi une victime qui a un accident seule se retourne avec son véhicule, sort de son véhicule et laisse son sac à main. C'est quelque chose qui ne sonne pas cohérent. Pourquoi la jeune banquière est-elle partie en laissant ses affaires et surtout où est-elle? Les gendarmes vont se lancer à sa recherche. À Péronne, les enquêteurs se rendent d'abord à l'agence bancaire que dirige Elodie Kulik. Cette dame n'est pas là. Les autres employés n'ont pas été avisés par elle, comme quoi elle serait en retard ou absente ce matin. Donc ils attendent son arrivée. Les gendarmes vont ensuite à son domicile rue des Bouchers et trouvent que sa porte est close. Ensuite, direction les urgences de l'hôpital de Péronne. Mais là, pareil, au niveau de l'hôpital de Péronne, il n'y a pas d'entrée au nom de Kulik. Elodie a disparu, elle s'est volatilisée sur la route départementale 44 au beau milieu de la nuit. Dans la matinée, les gendarmes contactent le père d'Elodie, Jackie Kulik. Le père, très inquiet, se prononce en ces termes. On s'imagine immédiatement ce qui est arrivé. Quelque chose de grave, et puisqu'on n'a pas de nouvelles de notre fille, qui a l'habitude quand même de nous téléphoner en cas de problème. Plus les heures passent, plus le doute s'installe. On est plus sur un accident de la circulation, mais là il y a une disparition d'une personne, donc une suspicion d'enlèvement. La presse locale est alertée, un avis de recherche est lancé, une photo de cette jeune femme est publiée en disant que ceux ou celles qui auraient vu cette jeune femme peuvent nous appeler. Mais le mystère de la disparition d'Elodie Kulik ne va pas tarder à être éclairci. Samedi 12 janvier 2002, un ouvrier agricole se rend à la décharge de la Tombelle à 12 km de Péronne. Il découvre ce qu'il croit être dans un premier temps un tronc d'arbre. Et en faisant quelques pas pour s'approcher, il va découvrir assez rapidement qu'il s'agit en fait du corps calciné d'une jeune femme. Immédiatement, l'homme affolé prévient les gendarmes de Péronne. En arrivant sur place, les militaires découvrent une scène d'horreur. Un corps, sexe féminin sur le dos, dans une position les jambes recourbées et en partie calcinées. On a pu tout de suite identifier Elodie Kulik et se rendre compte qu'ils ont affaire à un crime presque hors norme, c'est-à-dire que la jeune femme visiblement a subi les pires sévices. Comment le corps d'Elodie s'est-il retrouvé sur ce terrain vague à 6 km du lieu de l'accident? La scène de crime est passée au peigne fin et les experts relèvent de plusieurs indices intéressants. On constate la présence d'un préservatif usagé qui était utilisé. Ils vont découvrir également qu'il y a des mégots de cigarettes. Le corps d'Elodie est ensuite envoyé à l'Institut médico-légal pour autopsie. Dans l'après-midi de ce samedi 12 janvier, les parents d'Elodie reçoivent un coup de téléphone qui leur annonce la terrible nouvelle.
C'est un monde qui s'écroule pour Jackie Kulik, qui est accablé par la douleur, d'autant que plusieurs années auparavant, il avait perdu ses 2 premiers enfants dans un accident de la route. Elodie avait fait de brillantes études. Elle va devenir la plus jeune directrice de Banque de France et on lui confie la gestion de la Banque de Picardie à Péronne. Elodie était une femme très belle et intelligente, qui aimait les sorties et ne manquait pas de prétendants. Le meurtrier est-il un amoureux? Connaissait-elle son ou ses agresseurs? Ou au contraire, s'agit-il d'une rencontre fortuite? Pour le savoir, les enquêteurs vont tenter de reconstituer les dernières heures de la jeune femme en interrogeant les proches d'Elodie. Le soir du meurtre, elle quittait la banque vers 18h et qu'elle s'est rendue sur Saint-Quentin puisque devait passer la soirée avec un ancien collègue. Cet ami s'appelle Hervé, il est immédiatement entendu par les enquêteurs. On confirme qu'effectivement qu'ils se sont retrouvés vers 18h dans un café sur Saint-Quentin. Après, ils sont allés manger tranquillement au pavillon de Shanghai, qui est en bas de la rue d'Ise, sur Saint-Quentin. Ensuite de ce dîner, ils se sont rendus pour boire un café ou un thé, parce que Elodie ne buvait pas d'alcool, et qu'elle repartait chez cet ami. Hervé nous dit que Elodie était sereine, joyeuse. Ils ont passé une excellente soirée, ils se sont bien amusés, ils ont bien discuté. Elle ne paraissait pas préoccupée par quoi que ce soit, donc une soirée tout à fait classique, entre copains, et puis très agréable. Hervé affirme qu'ensuite, Elodie a pris la route vers 23h40 pour rentrer chez elle à Péronne, à une trentaine de kilomètres de là. Mais alors que s'est-il passé entre le départ d'Elodie de Saint-Quentin et son accident de voiture? Quelques jours après la découverte du corps d'Elodie, les gendarmes reçoivent le rapport d'expertise de la voiture. Première conclusion, Elodie roulait à une vitesse raisonnable, largement en dessous des 90 km/h autorisés sur cette route. Donc la seule hypothèse crédible, c'est que cet accident a été provoqué par une cause extérieure. Pourtant, problème, aucune trace de collision avec un autre véhicule n'a été relevée sur la voiture d'Elodie. Il n'y a pas de véhicule qui l'ont poussée et il n'y a pas de trace externe qui est trouvée sur la carrosserie. Pour les enquêteurs, une poursuite en voiture est l'hypothèse la plus crédible. Mais qui aurait pu suivre Elodie et à quel moment? Ces questions restent sans réponse, mais l'enquête va connaître un nouveau rebondissement. C'est en épluchant les relevés téléphoniques de la jeune femme que les gendarmes vont faire une incroyable découverte. Sur son portable, on apprend qu'il y a eu un appel émite. Donc, c'est Elodie qui a composé le numéro du CODIS d'Amiens. Le CODIS, c'est le centre opérationnel des pompiers. Elodie les avait appelés à minuit 21 précise le soir de sa mort. Et souvenez-vous, les secours n'avaient pas pu intervenir. Les gendarmes se procurent alors l'enregistrement de l'appel téléphonique. Lorsqu'on écoute la bande la première fois, ça vous prend aux tripes. On est pris par les cris, cet appel de détresse dure 26 secondes. Il est de mauvaise qualité sonore, mais les gendarmes parviennent à entendre des voix d'hommes. Qui sont ces hommes? Pour les enquêteurs, pas de doute, le meurtrier d'Elodie est l'un d'entre eux. Reste maintenant à localiser d'où a été passé le dernier appel de la jeune fille. La bande-son du dernier appel d'Elodie recèle encore beaucoup de mystères, ça ne permet pas fondamentalement de remonter la piste des agresseurs. C'est-à-dire que on ne sait pas de qui s'agit-il, car aucun nom n'est prononcé, et donc par définition, aucune identification possible à ce moment-là. Quelques jours plus tard, les enquêteurs reçoivent le rapport d'autopsie d'Elodie qui montre à quel point la jeune femme a vécu l'enfer. Les légistes nous confirment Elodie a été étranglée, et qu'elle était effectivement décédée avant d'être brûlée. Du sperme a été retrouvé dans le corps d'Elodie et dans le préservatif usagé prélevé sur la scène de crime. Les experts sont formels. L'ADN extrait de ces 2 prélèvements, ainsi que celui retrouvé sur le mégot de cigarette, appartient au même homme, et forcément celui de l'homme qui avait Elodie. Immédiatement, les enquêteurs vérifient si le porteur de cet ADN est enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques. Le profil ADN n'est pas retrouvé dans le fichier, et donc l'auteur ne peut pas être identifié, en tout cas immédiatement. C'est une déception pour les enquêteurs qui restent pourtant optimistes car cet ADN parlera peut-être un jour. Les gendarmes sont donc confiants, puisqu'ils ont l'ADN de l'agresseur. Ils vont employer une méthode radicale pour le trouver. Tous les hommes de l'entourage d'Elodie doivent se soumettre de manière systématique à un prélèvement d'ADN. Aucun d'eux ne correspond. Cependant, 10 jours après la découverte du corps, les gendarmes sont enfin mis sur la piste d'un suspect potentiel. Le commissaire de Sakura appelle pour dire qu'ils ont placé en garde à vue un individu. Et il s'agit d'un certain Cyril, connu de la justice comme délinquant sexuel, et justement le soir du meurtre, l'homme rôdait dans les rues de Saint-Quentin, pas très loin du restaurant chinois où Elodie a dîné avec son ami. Cyril a agressé une adolescente à Saint-Quentin.
Cette jeune fille a réussi à échapper à son agresseur, l'homme âgé de 25 ans, et donc entendu par les gendarmes. Est-ce lui qui a croisé la route d'Élodie Kulik ce soir-là? Il dit effectivement qu'il a passé la soirée avec un copain et qu'ils ont bu un peu à droite à gauche. Il se souvient qu'il a agressé quelqu'un. Cyril reconnaît avoir agressé une jeune fille, mais pas Élodie. Le suspect ment-il, car les soupçons des gendarmes sont renforcés par un autre indice. Lorsqu'ils l'ont arrêté, cet individu est propriétaire d'une voiture rouge, et ils ont remarqué que sur le côté de cette voiture, il y avait une trace de peinture grise. Or, souvenez-vous, la voiture d'Élodie Kulik était une 106 grise. La voiture de Cyril est soigneusement inspectée, mais le résultat est sans appel. La peinture grise ne provient pas de la voiture d'Élodie. Les prélèvements ADN effectués sur le suspect vont le disculper définitivement. Alors qui a assassiné la banquière et pourquoi à Péronne, l'énigme reste entière. 15 avril 2002. 3 mois après le drame, les gendarmes reçoivent le rapport des experts en acoustique. Ils ont analysé la bande-son de l'appel au secours d'Élodie. Le travail des experts a été en quelque sorte de nettoyer la bande sonore, ces 26 secondes d'appel de détresse d'Élodie, pour essayer de distinguer ce qui se disait au moment de l'agression, et les experts sont parvenus à isoler quelques bribes de phrases. Certains évoquent « ça va bien se passer »,« ça va aller ». C'est des propos assez confus, et les différentes expertises ne confirment pas la même chose. On croit distinguer à un moment l'un des agresseurs qui dit « il faut la finir ». Seulement avec ces bribes de conversation, impossible d'établir le scénario exact du crime, et rien ne permet d'établir l'identité de ces hommes si ce n'est un détail très particulier, leur accent plus local picard ou proche voire Nord-Pas-de-Calais, mais je veux dire des gens du cru. Une seule certitude à ce stade de l'enquête, pour les gendarmes, les assassins d'Élodie sont des gars du coin. Ils ont un accent picard extrêmement prononcé. Et puis il y a ce lieu où ils ont abandonné le corps, ils n'y arrivent pas par hasard, c'est forcément des gars du coin. Des gars du coin, alors le père d'Élodie Kulik demande à écouter la bande, espérant reconnaître les voix des agresseurs de sa fille. Malheureusement, il ne reconnaît aucune d'entre elles. Les semaines passent, l'enquête piétine, et 6 mois après la mort de la banquière, un nouveau drame plonge le département de la Somme dans la psychose. Le 8 juillet 2002, sur la commune de Ville-sur-Ancre, un agriculteur découvre derrière une meule de foin le cadavre d'une jeune fille. Le major Martin se rend immédiatement sur la scène de crime, une scène particulièrement choquante. Elle était en partie dénudée, les parties des membres disloquées. Manifestement, cette jeune fille avait victime d'agressions sauvages par un ou plusieurs individus. Fait troublant, le corps de la jeune fille a été retrouvé à seulement 30 km de là où a été découvert celui d'Élodie Kulik. Tout de suite, bien entendu, on fait un rapprochement avec Élodie Kulik. Par rapport au lieu d'agression, on s'est dit peut-être qu'il y a une équipe, là du secteur, qui sévit. La victime est facilement identifiée, elle s'appelle Patricia Leclerc, 19 ans, elle avait disparu 2 jours plus tôt. Patricia Leclerc, c'est une jeune femme qui habitait la région, qui travaillait pour l'été dans une restauration rapide d'Albert, et elle faisait la route pour rentrer chez elle à vélo, et c'est là qu'elle a disparu. C'est le lendemain que son entourage s'est inquiété de sa disparition et son corps sera découvert par la suite. Fait étrange, le soir du meurtre, des témoins ont croisé Patricia Leclerc sur son vélo et ils se souviennent très bien avoir vu une voiture garée le long de la route. Donc on pouvait supposer que l'auteur s'était caché là, avait certainement doublé la victime et s'était mis là en attente qu'elle passe pour la faire chuter et puis ensuite l'enlever. Seulement les témoins n'ont pas relevé de numéro d'immatriculation. Impossible alors pour les enquêteurs de remonter la piste de la voiture sombre, alors ils élargissent leurs investigations en s'intéressant une fois de plus aux délinquants sexuels connus dans la région. Les gens qui étaient reconnus pour des affaires de mœurs dans l'arrondissement de Albert, Péronne et même en proximité de l'Aisne ont été identifiés et entendus également sur leur emploi du temps. Il y a eu peut-être une centaine de personnes qui ont été entendues dans ce cadre de cette affaire. Là encore, tous les efforts des gendarmes resteront vains, et ils ne sont pas au bout de leur peine. Car 6 semaines plus tard, l'impensable va se produire. On retrouve un 3e corps, le 3e corps d'une jeune fille. Le 21 août 2002, on est